Bonjour, Bonjour. 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 bonjour à Bonjour. toutes et tous. Bonjour et bienvenue donc à ce jeudi. On va commencer tranquillement. Je vous informe déjà que je viens de lancer l'enregistrement de la réunion. Et je vous demande si possible de désactiver le micro également, parce que ça fait un peu tout. Voilà, donc je me suis permis de le faire pour tout le monde, de couper vos micros pour éviter les interférences. Mais voilà, n'hésitez pas à le rallumer une fois qu'on aura commencé pour échanger et prendre la parole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je suis Marjolaine Basmadjian, la coordinatrice du réseau de la FENS. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce jeudi, ce premier jeudi, premier épisode du cycle 2022. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pour les habitués, pour rappel, donc la FEMS a initié ces rencontres entre ses adhérents en 2021, voilà, où on a pu tenir 11 épisodes et qui ont eu plutôt du succès, voilà, sur des thématiques qui vous intéressent. Et donc, on a décidé de poursuivre avec, pour cette année, un épisode. On prévoit un épisode par mois. Et donc, on commence avec celui-ci qui portera sur le thème des musées fermés. Et avant de passer la parole à Catherine Sparta, notre secrétaire, qui va donc animer cet échange, juste un petit rappel donc, sur le déroulé et puis l'outil aussi. Donc, vous avez, comme je vous le disais, le micro. N'hésitez pas à le rallumer quand vous voudrez prendre la parole et à penser à bien l'éteindre pour toujours éviter les interférences. Si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, vous pouvez bien sûr la couper. Après, voilà, au moment des échanges aussi, c'est toujours plus agréable de rallumer la caméra pour cet échange. Donc, c'est enregistré et rediffusé sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Et si vous voulez participer, vous pouvez utiliser la petite main aussi en haut de votre écran pour voilà, demander la parole. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Catherine et puis juste vous rappeler que si vous le souhaitez pour les prochains jeudis, n'hésitez pas à nous faire des propositions de sujets ou de retours d'expérience. Voilà, très bon épisode. Merci Marjolaine. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Sparta, je suis la directrice de l'écomusée des Monts d'Arrée en Finistère, en fait, sur la commune de Comana et de Saint-Rival, dans le centre du Finistère. Je salue ma présidente, Céline Chanas, que j'ai vue rapidement à l'écran. Donc, je suis effectivement secrétaire de la FEMS et c'est à ce titre donc, que je suis aujourd'hui parmi vous. Donc, on vous propose en effet de parler de la fermeture des musées. Donc, la fermeture au public fait partie de la vie quotidienne des musées, en réalité. Donc, qu'il s'agisse d'une journée de fermeture hebdomadaire ou d'une période récurrente de fermeture annuelle, hivernale, par exemple. Ces temps de pause constituent des respirations indispensables et peut-être même paradoxalement des moments privilégiés de l'activité pendant lesquels l'équipe va se recentrer sur des missions scientifiques, organiser des moments de réflexion, de bilan, des questionnements, se projeter dans l'avenir. Dans le cas d'ailleurs des écomusées, des musées de société qui conservent des espaces naturels, les moments de fermeture sont également des moments où on privilégie la préservation plutôt des milieux qui sont très sollicités en saison. Par exemple, c'est le cas de l'écomusée de Marquez. Et puis, en effet, il y a des fermetures plus exceptionnelles qui marquent la longue vie des musées, puisque évidemment, là, le musée s'inscrit sur le temps long. Donc, évidemment, tout au cours de son histoire, il rencontre des événements qui vont susciter sa fermeture. Par exemple, quand le bâtiment qu'il abrite et le projet scientifique ne sont plus en phase, en fait, le bâtiment, le projet scientifique, l'attente des publics, il y a une petite déconnexion. Quand la réglementation sur les ERP évolue, quand l'installation fatigue, devient un peu obsolète, bien le musée doit fermer. Et puis, le musée, c'est aussi quelque part un miroir de la société. Donc, sa présence s'inscrit dans la vie de la cité. Et il porte quelque part la charge du symbole de l'action publique. Donc, selon la nature des crises, des moyens mis en œuvre pour les résoudre, les alternances politiques ou des enjeux à défendre à un moment donné, eh bien, le musée, là encore, est amené à fermer. Donc, l'histoire des musées, finalement, est jalonnée de mise en caisse, de déménagement, de périodes d'éloignement subies ou choisies, plus ou moins longues d'ailleurs,
Et elles peuvent être liées à un contexte sanitaire, hein, on s'en est tous rendu compte, à un contexte politique ou simplement un besoin technique de rénovation. À ce moment-là, c'est un autre temps qui se met en place pour le musée, un temps, et c'est ce temps finalement qui va devenir un enjeu en fonction du territoire et de l'ancrage du musée, du projet scientifique, de la stratégie d'action culturelle, des soutiens, et puis aussi beaucoup la question des moyens humains et financiers dont le musée dispose. Eh bien, comment on va faire bon usage de ce temps, de ce temps-là un peu particulier. Donc, il y a de nombreux exemples, hein, et je remercie Marjolaine de m'avoir fait une petite liste des musées qui sont actuellement fermés. Alors bien sûr, on célèbre aussi régulièrement la réouverture d'un musée. Là, par exemple, l'actualité nous porte à parler du muséum Arlaten qui accueillera en avril les prochaines rencontres de la FEMS. Mais de nombreux musées actuellement sont fermés au public ou alors se préparent à l'être. Le musée Alvar, le musée de Granville, le musée de Sainte-Baume, Écomusée du Haut-Beaujolais, le musée du verre de Meisenthal, le musée du verre aussi et de ses métiers d'Ordif, mais aussi le musée Lorrain, le musée savoisien et le Compas, dont les responsables respectifs sont parmi nous pardon, et ont accepté de livrer leur témoignage. Donc, je vais les laisser se présenter et ensuite nous échangerons sur les différentes questions qui se posent dans ces situations de fermeture. Donc, peut-être, je ne sais pas, Monsieur Dagan, si vous voulez vous présenter. Oui, écoutez, merci beaucoup Catherine. Je suis Richard Dagorn, je dirige le musée Lorrain ainsi que Nancy Musée, qui est la structure qui regroupe les 3 musées municipaux nancéens. Le musée Lorrain est fermé, en quasi-totalité, on va dire, mais pas complètement, dans la mesure où, lorsqu'on a fermé en avril 2018, on a conservé un lieu de présentation qui est l'église des Cordeliers, qu'à l'époque, d'ailleurs, on avait réaménagé de façon à pouvoir y présenter un maximum d'œuvres de la collection, évidemment des œuvres plutôt à caractère religieux. Mais le musée est fermé depuis avril, depuis bientôt 4 ans. Je dois bien vous avouer que c'est une durée qui est pour nous un peu longue, puisque quand on a fermé, ce qui était dicté en fait par un impératif qui était le fait de vider les salles, et ça nous a pris 18 mois, ce qui vous donne une idée de l'importance en fait du chantier. L'hypothèse c'était de rouvrir en 2023. Aujourd'hui, on est sur une ouverture en 2029, ce qui n'est pas du tout la même chose, et ce qui nous amène à être un peu dans le creux de la vague. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais effectivement, les beaux scénarios qu'on avait envisagés en 2018, aujourd'hui, il faut les réinterroger, les réimaginer, et Dieu sait si c'est pas simple. Voilà, donc je ne sais pas si... Voilà, je pense que Kenza Marie complétera mon propos si elle veut, enfin si vous pensez qu'elle peut se présenter dans mon prolongement. Oui, bonjour. Eh bien voilà, moi je suis Kenza Marie Safraoui, je suis conservatrice chargée des collections contemporaines au musée Lorrain et aussi de la sous-direction des publics et de la communication de Nancy Musée. Puisque, on va vous l'expliquer, voilà, nous avons un service mutualisé des publics et 2 chargés de communication qui agissent sur l'ensemble des musées, et je suis arrivée en poste il y a un peu plus de 6 mois, et donc aussi à un moment un peu charnière. Et donc là, aujourd'hui, je pourrais à la fois faire état de certains aspects historiques, voilà, des actions qui ont été menées et que Richard vous présentera. Mais c'est vrai que j'arrive aussi à un moment où il faut se réinterroger. Donc, il y a beaucoup de questions à soulever aujourd'hui dans cette présentation. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, merci. Nous accueillons également Justine Glémarec du Compas à Chartres. Oui, donc bonjour, Justine Glémarec, donc je suis responsable du Compas, donc à Chartres en Eure-et-Loire, musée qui a un peu fait parler de lui ces derniers temps, puisque nous avons été fermés dans le cadre de la crise sanitaire sur décision de nos élus. Et là, on a aujourd'hui une perspective de réouverture à la rentrée prochaine, qui est surtout fondée sur un changement de président au département. Donc, à l'été dernier, et donc on a eu des retours en novembre dernier disant qu'effectivement le musée allait pouvoir rouvrir ses portes. Ce qui peut être intéressant dans les conversations d'aujourd'hui, c'est que aussi nous, le musée, il a ouvert en 1990.
Il a connu déjà une période de fermeture en 2015, une période de 18 mois de fermeture pour la rénovation du bâtiment et le renouvellement de la muséographie. Et donc, on a eu une stratégie, on va dire, pendant cette fermeture-là. Et puis là, maintenant, une fermeture subie avec une façon de s'organiser complètement différente pour nous. Et puis aussi, finalement, ça à mettre en parallèle avec des réductions d'effectifs, notamment, et des enjeux sur le personnel qui sont assez forts et qui rajoutent des difficultés, on va dire, sur la stratégie que le musée peut avoir. Oui, ce qui pose en effet la question des moyens, on va l'aborder au cours de nos discussions. Et puis, nous accueillons également Sébastien Gosselin, qui est à Chambéry actuellement au musée Savoisien. Bonjour à tous, donc je suis directeur adjoint du musée Savoisien et nous sommes en rénovation depuis la décision du département de prendre en charge le musée qui auparavant était municipal. Donc ça, c'était en janvier 2012 et nous sommes fermés depuis 2015. Et comme le musée Lorrain, évidemment, la durée de notre fermeture n'est pas celle que nous avions estimée au départ. Et nous ne sommes pas encore dans la certitude de la réouverture, mais en tout cas, nous ne nous projetons pas vers 2029. Nous pensons que ce sera pour le début de l'année prochaine. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Donc, la première question qui se pose, en effet, quand on parle de fermeture de musée, c'est la question des raisons pour lesquelles on va fermer ces musées. Donc, vous l'avez déjà évoqué à grands traits. Donc, au-delà de cette question à laquelle vous pouvez répondre chacun à votre tour, on envisage évidemment qu'est-ce qu'on va faire pendant cette fermeture? Quelle est la stratégie que l'on va mettre en place en fonction des données propres à chaque territoire, à chaque musée? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps et quelle stratégie on privilégie? Monsieur Dagan, peut-être pour le musée Lorrain? Alors, le musée, donc effectivement, il a fermé dans le cadre d'un vaste projet de rénovation qui a été pensé maintenant il y a une quinzaine d'années, auquel Sébastien Gosselin, d'ailleurs, à un moment de sa carrière, a été associé. À un moment finalement où il y avait encore de l'argent, des moyens, où on pouvait rêver un musée très, très ambitieux, y compris dans son architecture. On s'aperçoit finalement aujourd'hui que quand les projets sont un peu longs, voire trop longs, eh bien, on se heurte à des problèmes qui sont des problèmes d'appel d'offres infructueux, ce qui a été notre cas en fait à 3 reprises. Ce qui nous a d'ailleurs amené à redimensionner le projet, sans pour autant qu'on soit certain que ça tienne dans l'enveloppe budgétaire, dans la mesure où, comme vous le savez actuellement, on a une inflation sur le coût des matériaux qui est telle que on pense qu'on aura à nouveau un dépassement qui sera peut-être de l'ordre de 10%. Donc, c'est à nouveau, on risque à nouveau d'être dans une impasse d'ici quelques mois. Le fait est donc que cette rénovation, elle nous a amené à fermer le musée. À un moment, il a fallu appuyer sur le bouton, entre guillemets. C'est pas une décision simple à prendre pour les élus. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'un musée, on sait quand on le ferme, on ne sait pas quand on le rouvre. Et c'est vrai que quand on a fermé le musée, on s'était prémuni, on avait souhaité se prémunir contre une inactivité et surtout contre une absence de visibilité, en imaginant un programme, si vous voulez, qui passait par deux volets essentiels. Le premier, c'était un volet numérique assez fort, qu'on maintient, qui nous a valu dès 2017 de mettre en ligne sur le site internet du musée des contenus numériques qui sont en fait la préfiguration des dispositifs qui accompagneront le visiteur dans sa visite du futur musée, ce qui pose d'ailleurs un autre problème parce qu'on a produit en 2017 des choses qui maintenant serviront en 2029, donc on n'est pas certain que ce soit toujours très, très d'actualité, mais bon, bref, ça nous a au moins amené à travailler sur ces contenus. Et puis, l'autre volet de notre activité a pris la forme d'actions hors les murs assez intenses, qui se déclinent en fait suivant différentes échelles, d'opérations légères qu'on a conçues avec le comité d'histoire régionale qui s'intitule « Le musée sort de son palais », qui permettent à une œuvre du musée de sortir le temps d'une journée sur le territoire qui est son territoire de collecte ou un territoire avec lequel elle entretient des relations à la faveur donc d'une collaboration avec une association patrimoniale locale. Ça, c'est un format
je pense assez original qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien. On en est à la 15e édition de ce hors les murs, et puis des choses plus lourdes, des expositions hors les murs, des collaborations vraiment où on a participé de façon très intense. La dernière en date étant l'exposition sur l'exposition internationale de 1909 qui est présentée actuellement au musée alsacien, un autre membre de la FEMS, et qui donc est pour nous une vraie exposition qu'on aurait pu présenter à Nancy, mais qu'on présente à Strasbourg, et qui est une façon de continuer à exister pendant la fermeture. Je signalerai aussi peut-être un partenariat privilégié avec le musée du château de Lunéville, qui est un partenaire naturel de par la nature des collections, et avec lequel, là aussi, on a des collaborations qui sont très soutenues, qui chaque année nous amènent à prêter une quinzaine, une vingtaine d'œuvres dans le cadre des expositions du château. Voilà, donc voilà ce qu'on avait pensé en 2017-2018. Il s'avère qu'aujourd'hui, comme je disais en introduction, le calendrier ayant tellement dérapé, qu'il faut qu'on se réinterroge avec 2 points, mais qu'on évoquera peut-être plus tard, qui sont d'une part le maintien de ces opérations hors les murs. Nous, les opérations hors les murs, on a fait œuvre, vous voyez, on a voulu faire œuvre d'une grande générosité en disant, ben voilà, nos réserves vous sont ouvertes, mais finalement, ce qu'on constate en pratiquant de la sorte, c'est que finalement, on n'impose pas aux autres des projets dont ils ne veulent pas. Et si les gens ne veulent pas se saisir des opportunités qu'on crée nous, ben on ne peut pas les obliger. Vous voyez, donc il y a un moment, les opérations hors les murs, c'est bien beau de dire je vais faire du hors les murs, mais si ça n'intéresse pas les partenaires, on est un peu démunis. L'autre écueil auquel on a à faire face en ce moment, c'est le fait que le musée le bâtiment, l'édifice n'existe plus dans la ville, et que la volonté des élus, c'est que cet édifice qui aujourd'hui est vide de toutes ses collections, il puisse continuer à vivre, et il va falloir qu'on travaille à des alternatives. Vous voyez, on voit demain la directrice du musée des Beaux-Arts qui travaille depuis qu'elle est arrivée en 2019 sur le thème du street art, avec des rencontres urbaines de Nancy qui ont lieu au printemps. Il n'est pas impossible, vous voyez, qu'on essaye d'insérer finalement le bâtiment dans des opérations qui ne seront pas nécessairement des opérations strictement patrimoniales, qui seront peut-être plus des opérations de création, mais qui permettront de lui donner une visibilité pendant cette période de fermeture plus longue que prévu. Oui, merci. En effet, oui, vous avez soulevé déjà plusieurs points importants. D'ailleurs, on sait effectivement quand le musée ferme, mais on ne sait pas quand il rouvre. Je crois qu'à Chartres, la question s'est vraiment posée en ces termes-là, en raison de différentes difficultés que Justine va nous exposer. Mais je crois comprendre en tout cas que vous avez tenté plutôt de pallier le manque, le risque de perte de visibilité auprès des publics, et puis peut-être de légitimer aussi une utilité publique au sein du musée, au sein de la ville de Nancy. Donc, c'est vrai que l'expérience de Chartres, du Compas, peut peut-être aussi faire un écho à ça, je crois. Oui, c'est vrai qu'effectivement, nous, donc, on a fermé de fait très subitement. Je reviens juste sur un épisode. C'est vrai que nous, lorsque le Compas a fermé pour travaux en 2015, notre projet initial était de ne pas fermer, c'est-à-dire d'avoir finalement une quantité de travaux suffisamment limitée, parce qu'il y avait beaucoup sur le bâti, pour essayer de repenser des tranches, en fait. Et donc, notre projet initial à l'époque était de se dire, on va garder le bâtiment ouvert et on va non pas faire du hors les murs, mais proposer des actions redimensionnées dans des parties du musée pour pouvoir maintenir en fait l'accueil des publics dans notre lieu. Pour des raisons évidemment pratiques et économiques, ça ne s'est pas fait, mais le musée a fermé. Mais le fait que ce n'était pas dans le projet de départ, lorsqu'on nous a fermé pour travaux, nous avons fermé seulement 18 mois, puisqu'initialement, on n'avait pas l'intention de fermer. Et là, aujourd'hui, donc depuis 2020, finalement, on aura fermé en raison du Covid, entre guillemets, sur une durée à peu près similaire que celle de notre fermeture pour rénovation. Ce qui est peut-être à noter, c'est que nous, donc le musée n'a pas directement fermé. En fait, le musée n'a pas rouvert. C'est-à-dire que, comme tous les établissements culturels, nous avons fermé au moment de la crise sanitaire et du premier confinement. Et au moment des plans de reprise d'activité, le département, donc, qui est notre tutelle directe, nous sommes un service directement départemental,
le département n'a pas souhaité proposer de plan de reprise d'activité en misant non pas sur le musée, mais sur le château de Maintenon, qui est un monument qui est aussi en gestion par le département, et qui demandait du renfort de personnel pour pouvoir rouvrir en assurant des flux publics, une gestion des circulations, des sécurisations et des contrôles, en fin de compte, sur ce site. Donc, finalement, le compas a été vu à ce moment-là comme une ressource possible de personnel d'accueil et de médiation qui pouvait aller au service d'un autre établissement. C'était, pour moi aujourd'hui, avec un peu de recul, on comprend vite la manœuvre, puisque c'est vrai qu'on l'a évoqué avec Catherine Sparta l'autre jour au téléphone. Il y a aussi un certain nombre de musées qui ont pu voir leur personnel d'accueil et de médiation, voire plus, venir en renfort des centres de vaccination, par exemple. Donc nous, on venait en renfort d'un autre lieu, et ce, c'est appuyé finalement sur la particularité de nos établissements, enfin nos complémentarités, c'est-à-dire que le compas s'adressait avec de la médiation à une partie publique scolaire qui ne pouvait de fait plus venir, alors que le château de Maintenon préparait sa saison touristique et espérait de fait avoir une fréquentation bien plus élevée que le musée sur la période estivale. Donc c'est vraiment cette ambition de fréquentation qui a fait que les personnels sont allés au château. Et pendant ce temps-là, que reste-t-il au musée? Un certain nombre de missions quand même, un certain nombre d'activités, et puis finalement une évidence quand même que même nos personnels de médiation sont des gens qui sont historiquement dans l'équipe du musée et donc qui ont des connaissances sur nos thématiques, donc en l'occurrence l'agriculture, l'environnement et l'alimentation, et qui étaient bien éloignés du château de Madame de Maintenon et soit des questionnements architecturaux, soit des questionnements historiques particuliers en fait à la monarchie. Donc finalement, on s'est retrouvé avec des agents en difficulté et en même temps, j'allais dire sur le papier, une lecture d'efficience des services qui apparaissait comme très bien puisque le musée était fermé, on faisait des économies de personnel, on avait moins besoin de faire appel à des contrats courts et à des vacataires pour la saison estivale. Et puis finalement, tout ça arrangeait bien tout le monde en fin de compte. Et avec une difficulté après de revenir sur l'activité du musée. Ce qui est peut-être à souligner, c'est que nous, on est déjà organisé avec des services en fait, scientifiques qui sont, on va dire, distincts. Il y a l'établissement et puis il y a un service de conservation qui est mutualisé, qui travaille sur différents sites. Donc la seule collection, j'allais dire, qui est vraiment propriété et en gestion par le département est celle du musée. Mais malgré tout, là, dans l'idée d'étendre en fait l'action de la conservation, on travaille sur la maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust, et sur le château de Maintenon. Et en termes d'image, en fait, Proust et Maintenon, ça marche beaucoup mieux que le compas. Donc, du coup, on a quand même une difficulté à faire reconnaître le fait que la collection publique et le service premier que doit rendre le département, c'est sur notre fonds. Donc voilà, c'est vraiment quand même des choses qui sont particulières parce que pour moi, sur l'enjeu de fermeture, il y a aussi une forme de désaveu qui se passe en parallèle et sur plusieurs années du musée par sa gouvernance et du recul de l'intérêt de nos élus sur le projet muséal. Peut-être que c'est forcément très lié en fin de compte, puisque nous, on a eu effectivement une réouverture après des travaux en 2016, même si les travaux ont été votés, entre-temps, il y a eu des changements politiques. Alors, pas de changement important, puisque nous sommes un département très à droite depuis longtemps, mais sans forcément passer à l'opposition, il y a quand même des alliances politiques qui divergent et un changement peu à peu qui s'instaure. Et donc, quand on a rouvert finalement le musée, on a fait partie des quelques musées qui n'ont pas d'inauguration après la réouverture pour travaux. Je pense, après réflexion, c'était quand même un événement marquant et c'était un élément effectivement déjà inquiétant pour nous. Et quelques temps plus tard, effectivement, une annonce de projet de déménagement du compas. Et donc, de fait, le Covid, aujourd'hui, en interne pour nous, c'est vraiment vu comme une opportunité politique de recul, finalement, sur le musée et de désengagement de notre tutelle, quand même. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, effectivement, on voit bien que le contexte politique dans lequel on évolue de nos autres musées qui sommes quand même dépendants, à mon avis, pour
tous, en fait, tous les musées sont dépendants d'une façon ou d'une autre des collectivités territoriales. Donc là, on voit bien aussi que ça peut constituer un risque majeur, mais aussi, ça peut constituer à l'inverse une opportunité. Je crois que le musée savoisien est dans une situation peut-être diamétralement opposée à celle du Compas, et qui se trouve dans une situation beaucoup plus favorable, en fait, et c'est un exemple aussi que va développer Sébastien pour nous. Oui, tout à fait. Alors, notre point commun, c'est la dépendance d'un département. La différence, c'est que nous avons le même président du département depuis le début du projet. Les Savoyards ont toujours très bien voté, et c'est vraiment lui qui porte le projet. Donc, ce n'est pas lié à la composition même du conseil départemental, c'est quasiment un projet personnel. Donc, on n'a jamais eu de remise en cause politique. Les aléas et la longueur du projet viennent plutôt de difficultés techniques de rénovation d'un monument historique que nous partageons avec le musée Lorrain, même si notre bâtiment est moins étendu. Nous avons eu une approche au départ assez proche de celle du musée Lorrain, puisque nous sommes lancés dans du hors-les-murs avec 2 expositions successives qu'on imaginait aussi sous une forme de préfiguration de ce que nous pensions développer dans le futur parcours permanent. Mais au bout de la 2e exposition hors les murs, nous avons trouvé que c'était un investissement très lourd, plus lourd en fait que des expositions intramuros, puisqu'il faut d'abord apprivoiser nos collègues qui nous accueillent, se faire à des bâtiments que nous ne connaissons pas. Et avec la pression sur la rénovation, nous avons préféré abandonner ces formes les plus lourdes. Nous avons quand même essayé de faire circuler certains objets des collections, notamment ceux dont on pense qu'ils ne quitteront plus le musée une fois que sa rénovation sera terminée. Et c'est ainsi que nous avons pu présenter un cycle de peinture murale profane du début du XIVe, qui est une des œuvres les plus emblématiques du musée. Et donc, nous avons pu les exposer à Genève, à Ivoire, en Haute-Savoie et également à Turin. Donc qui sont notre territoire scientifique naturel, je dirais. Du point de vue du rayonnement numérique, nous avons été beaucoup moins ambitieux que le musée Lorrain, puisque nous avons pris beaucoup de temps pour produire nos contenus numériques. Et donc, c'est essentiellement par le site internet et la page Facebook du musée que nous gardons le lien avec les visiteurs, même si c'est un lien très ténu. Nous n'avons pas de pression politique pour maintenir ce lien. Et bon, quelque part, c'est assez confortable pour nous puisque nous pouvons vraiment nous concentrer sur la rénovation, ce qui fait que l'essentiel des forces vives du musée sont réorientées vers le chantier des collections, puisque lorsque le musée est devenu départemental, l'essentiel des collections qui nous revenaient n'étaient pas dans une base de données, nécessitait un reconditionnement complet, devait bien sûr être déménagé pour être sorti du bâtiment pour en permettre la rénovation. Et dans un projet de réserve externalisée également. Donc, une grande partie de l'équipe, en fait, s'est tournée vers le chantier des collections. Et c'est un élément qui nous occupe encore aujourd'hui. Alors, au début, on pensait que le chantier des collections serait beaucoup plus bref. On l'a commencé en 2012. On n'est encore pas vraiment au bout, mais nous avons quand même bien progressé. Donc, voilà, je dirais que c'est peu de médiation et un renforcement de l'aspect scientifique. La médiation étant très profondément tournée vers le nouveau parcours permanent du musée. Oui, merci Sébastien. Donc, on a vu que de toute façon, des questions se posaient, alors des questions de ressources humaines, hein, vous en avez tous les deux parlé. Peut-être, au musée Lorrain, vous n'avez pas évoqué cette question des ressources finalement. Est-ce que pour vous, ça a été un problème? Est-ce qu'on vous a demandé de redéployer votre personnel? Est-ce que vous avez pu, au contraire, assigner à l'équipe de nouvelles missions, des formations? Je ne sais pas comment s'est posée pour vous la question des ressources en interne. Alors, la question des ressources, en fait, elle s'est posée au niveau de Nancy Musée, puisque la principale conséquence de la fermeture du musée en termes de personnel, ça a été le redéploiement des agents titulaires. Alors, il faut savoir qu'on était déjà à un niveau très bas. On devait avoir 9 agents titulaires parmi les agents d'accueil et de surveillance. Donc, ces 9 agents titulaires, ils ont été redéployés au musée de l'école de Nancy ou au musée des Beaux-Arts, ce qui a permis en fait d'alléger d'autant le recours aux contractuels qui venaient en complément des agents titulaires dans ces 2 musées.
Alors c'est assez amusant parce que on n'a pas fait les choses de façon arbitraire, évidemment. On a rencontré chacun des agents, on a évoqué avec eux enfin on a d'abord expliqué nos contraintes, on a évoqué avec eux les souhaits qui étaient les leurs, et beaucoup en fait nous ont demandé à pouvoir revenir au musée Lorrain une fois que le musée rouvrirait. Donc on a pris un engagement moral vis-à-vis d'eux à les accueillir à nouveau en tant qu'agents d'accueil et de surveillance. Mais c'est sûr que cette possibilité de pouvoir intervenir sur 3 établissements, elle nous a fait gagner en souplesse. Après, du point de vue de l'équipe, alors évidemment le service de la régie et le service de la documentation n'ont finalement été que peu impactés par la fermeture. Enfin, le service de la régie a quand même pendant 18 mois été renforcé de façon à pouvoir sortir les œuvres du bâtiment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de véritable, du point de vue du personnel, enfin, les choses se sont un peu stabilisées. Je pense qu'on va fonctionner comme ça, peut-être pas jusqu'à la réouverture, mais à mon avis, jusqu'à 2-3 ans avant la réouverture, on devrait pouvoir fonctionner avec le personnel effectif actuel. Merci beaucoup. En réalité, il y a un sujet que vous avez déjà évoqué chacun succinctement, qui interroge quand même beaucoup dans le cadre de la fermeture du musée, parce qu'on a la sensation que se couper du public, c'est finalement se couper de ses missions fondamentales. Alors certes, il y a la mission de transmission qui est au cœur de notre objet, mais il y a d'autres missions qui sont d'ailleurs sans doute moins reconnues, car moins visibles. On a toujours tous, autant qu'on est, je pense, un peu de mal à faire valoir l'intérêt supérieur de ces missions, notamment scientifiques, le chantier des collections, l'étude, la documentation des collections, etc. Et donc, le temps de fermeture est souvent aussi l'occasion de se recentrer sur ces questions-là. Je crois que vous l'avez chacun abordé différemment. Justine, vous aviez un témoignage à ce sujet? Oui. Effectivement, lors de notre fermeture pour rénovation, nous, l'idée était effectivement de maintenir le lien avec les publics, de faire des actions hors les murs et d'exister notamment auprès du public scolaire. Lors de cette fermeture-ci, et avec effectivement, comme je disais, voilà, une volonté quand même de redéploiement de personnel et un enjeu de gestion du personnel qui échappait, j'allais dire, à la seule question du compas. La volonté, pour moi, était plutôt de ramener le personnel au sein de l'établissement, de défendre finalement une forme. Nous, on est une beaucoup plus petite équipe, je pense, qu'au musée Lorrain quand même, parce que sur les agents du compas, on a été jusqu'à une vingtaine. Aujourd'hui, en ETP, on est plus proche de 10-12. Et donc, parmi les agents, on va dire, qui étaient redéployés, en gros, il y a eu 6 agents concernés, 2 qui ont quitté le service en mobilité à l'interne au département, mais qui ont eu une opportunité à ce moment-là. Et sur les 4 autres, finalement, 2 qui sont effectivement un peu satisfaites d'avoir une opportunité de changer de lieu de travail, et 2 qui étaient vraiment très attachés à la question du musée. Donc, les 2 qui voulaient revenir sont effectivement des agents de médiation. Et pour le coup, ce qui a été défendu de mon côté, c'était plutôt la connaissance des collections de ces agents-là, puisque dans le même temps, il y a eu des recrutements au service des collections sur le récolement du musée, mais avec des agents qui n'avaient pas forcément une grande spécialité sur les questions agricoles, et notamment sur tout simplement la reconnaissance, par exemple, des outils et des machines. Donc, ça a été un argument pour pouvoir récupérer, on va dire, le personnel de médiation et lui permettre de venir en soutien du récolement, et défendre plutôt la polyvalence de ces agents, mais sur la connaissance finalement thématique du musée et la connaissance des collections, plutôt que de défendre, on va dire, un profil métier tel que c'est vu chez nous en RH, en disant on est documentaliste, on est bibliothécaire, on est chargé de collection, on est manager ou on est agent d'accueil. Et ce, finalement, peu importe ce qu'on va manipuler comme contenu et comme public. Donc, c'était pour moi aujourd'hui plutôt enfin, on va dire, voilà, dans ce temps court, plutôt une bonne chose de pouvoir reconnaître ça et de pouvoir aussi valoriser les missions qui ne sont pas forcément bien maîtrisées et bien connues, on va dire de nos collègues au sein du département, mais même du grand public. De se dire, le bâtiment est fermé, que font les gens à l'intérieur? Oui, mais la moitié des gens qui sont à l'intérieur, ils faisaient déjà autre chose que d'ouvrir la porte du bâtiment.
et ils ne faisaient pas visite guidée non plus. Donc, moi, je trouve avec le recul qu'il y a un vrai souci, en tout cas, à porter de ce côté-là, et que j'aimerais le maintenir à un moment où, voilà, à l'automne prochain, on rouvrira. C'est quelque chose qui moi, m'interpelle beaucoup sur la manière de travailler aussi, pour le coup, avec le public, sur ce qu'est un musée, sur ce que sont nos missions et sur justement que sont nos métiers. Mais de manière peut-être voilà, plus fine, mais en même temps plus générale que ce qu'on pouvait faire auparavant, parce qu'effectivement, j'allais dire, tout le monde le fait, à un petit point, à un moment donné, une action sur le chargé des collections, sur le régisseur, une action avec les scolaires, une présentation de métier. Mais voilà, moi aujourd'hui, je m'interroge à faire que ce soit finalement qu'on aille un peu plus loin là-dedans, parce que cette méconnaissance et le fait que ce soit très compliqué de devoir argumenter qu'un agent qui travaille au musée est avant tout un agent de ce musée et pas un agent d'accueil, puisque nous, on défend quand même encore aujourd'hui dans des structures de notre taille le fait que non, il est hors de question qu'on fasse appel à une DSP accueil et surveillance sur notre établissement. Nous sommes beaucoup trop petits, nous avons besoin de cette polyvalence. Les agents d'accueil ne sont pas strictement des agents d'accueil et de surveillance, en tout cas pas sur notre dimensionnement. Oui, en effet, donc c'est ce qui est à retenir et ce que l'on a tous remarqué d'ailleurs en période de Covid, pour ceux qui n'en avaient pas conscience avant, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers de nos musées qui ne changent absolument pas en période de fermeture, qui restent tout à fait identiques. Sébastien, vous nous avez déjà expliqué que vous aviez justement fait le choix de recentrer vos ressources sur l'étude des collections, le chantier des collections et ses missions scientifiques. Donc là, ma question est un peu différente. Est-ce que justement, comment vous avez géré le risque de perte de visibilité ou en tout cas de cet éloignement du public? Est-ce que pour vous, ça a constitué un risque et dans quelle mesure vous y avez répondu? Alors effectivement, c'est un risque, mais je dirais qu'on y a répondu un peu par l'autruche. C'est-à-dire que puisque nous n'avions pas de pression politique dans le sens du maintien d'un lien très fort avec le territoire, nous l'avons maintenu surtout par des présentations au sein d'associations ou de sociétés savantes qui étaient demandeuses en fait de connaissance des travaux de rénovation, ce vers quoi on allait, en insistant évidemment toujours sur qu'est-ce que nous faisons dans cette période de fermeture, parce que ça, je crois que c'est une question universelle pour les musées fermés. Tout le monde pense que nous n'avons rien à faire puisque nous sommes fermés. Mais nous n'avons pas eu tant que ça d'actions vraiment tournées vers le public. Je pense que nous sommes un musée de centre-ville, un peu comme le musée Lorrain. Notre présence dans la cité est relativement forte. Et donc, à mon avis, le lien avec le territoire se refera assez facilement au moment de la réouverture. Alors, je ne dis pas que ce sera un coup de baguette magique. Il faudra quand même avoir une politique assez ambitieuse en direction du public. Mais c'est plutôt ça notre objectif que le maintien actuel du lien avec nos visiteurs potentiels et nos habitués. Et sur cette question du personnel, pour aller un peu plus loin que ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que l'ensemble de l'équipe travaille sur le chantier des collections, c'est à la fois très intéressant comme projet d'équipe, puisque ça amène des agents qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble à travailler vraiment côte à côte. La difficulté la plus importante pour nous, c'est la durée, parce que plus de 10 ans de chantier des collections, ça induit une lassitude chez une partie de nos collègues qui considèrent que ça n'est pas leur cœur de métier et qui le voient comme une charge supplémentaire dans des missions qui sont déjà assez lourdes. Et cette lassitude induit des tensions, forcément. Donc ça, c'est un enjeu managérial un peu complexe que voilà, chaque agent vit de manière un peu différente, mais qu'on souhaite quand même maintenir une fois que nous serons rouverts, puisque nous aurons quand même des problématiques assez lourdes sur les collections. Et on aura entre autres le dépoussiérage du parcours permanent, puisque la scénographie qui a été retenue par les élus ne met pas tous les objets sous vitrine, évidemment, et il y en a quand même une grande partie qui seront exposés sans protection contre la poussière. Donc là, ce sera, je pense, un enjeu d'équipe assez fort, et j'espère bien qu'on gardera cette dynamique. Et également de continuer d'associer les agents d'accueil au plus proche des collections pour qu'ils puissent aussi être plus que des agents de surveillance, mais qu'ils puissent avoir une forme de première médiation envers le visiteur.
Merci. Merci beaucoup. En début en fait, là où je voulais en venir ensuite, c'est justement sur cette question de médiation donc qu'on vient de développer pour le musée Savoisien. Il se peut qu'en fonction, enfin moi je pense quand même qu'en fonction des territoires, de la réalité, de là où on se trouve en fait sur son territoire et de la stratégie qui est la sienne, bien que la médiation peut aussi être un élément à développer fortement en période de fermeture. Je pense peut-être que Kenza Marie peut apporter sa contribution à la question de la médiation en période de fermeture. Oui, bien sûr. En fait, cette question, elle se pose différemment en fonction de la temporalité du chantier et des travaux. C'est un peu ce que Richard a expliqué en début de présentation, puisque quand le musée a fermé, je n'étais pas présente, mais effectivement, il y avait eu notamment des actions menées pour le week-end de fermeture avec des animations un peu spécifiques qui permettaient d'expliquer au public qu'on allait un petit peu l'accompagner après la fermeture, pendant les travaux et jusqu'à la réouverture, avec notamment aussi des actions qui pouvaient être projetées durant le chantier, autour, par exemple, des fouilles archéologiques ou bien de la nature des travaux. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question différemment puisque cette temporalité-là est ajournée. Et donc, là, on est un peu dans ce moment où on se réinterroge et de comment faire vivre les collections aujourd'hui. Et ce qu'on ne vous a pas précisé aussi, c'est que dans notre politique de hors-les-murs, il y a aussi tout simplement du hors-les-murs maison, on pourrait dire, à Nancy, puisqu'il y a un parcours des œuvres majeures du musée Lorrain qui sont présentées au musée des Beaux-Arts. Donc au sein du réseau, et qu'il va falloir aussi retravailler avec une médiation aussi tout simplement au musée des Beaux-Arts qui permet de continuer à faire vivre nos collections. Et puis peut-être qu'une autre difficulté, c'est aussi d'être continué à être identifié en tant que musée Lorrain, au sein de toutes ces actions hors les murs. Ça, c'est une autre question. Dans la réflexion qu'on mène aussi en ce moment, c'est peut-être aussi comment réinvestir des outils de médiation qu'on a développés à l'occasion d'expositions. Donc, on évoquait l'exposition de 1909 actuellement présentée au musée alsacien. On avait aussi effectivement présenté l'exposition sur la dynastie des Adam, les sculpteurs Adam, au musée des Beaux-Arts, où par exemple un fac-similé d'une des sculptures avait été produit. Et donc, tout ce qu'on fait pendant ces expositions en les murs, maintenant, comment on le rend plus pérenne, et peut-être en pensant des actions à destination des publics empêchés, notamment cette année en travaillant sur le handicap visuel. Est-ce que ces facsimilés-là, on les amène dans des écoles, on les amène dans des peut-être aussi, plus tard, on travaillera le public des prisons. Enfin, c'est vraiment beaucoup de questions qui se posent, et c'est là que peut-être aussi notre force, c'est d'être dans un service mutualisé, et que la réflexion qu'on mène à l'échelle du réseau, notre politique des publics et les axes qu'on déploie à l'échelle du réseau, ça nous donne un peu des lignes de conduite aussi pour nous, Musée Lorrain, en priorisant certains types de publics. Donc là, évidemment, continuer à travailler avec les publics scolaires. Est-ce que on pourra déployer des hors-les-murs dans des établissements scolaires? C'est une question. Travailler aussi avec les accueils de loisirs. Enfin, en fait, il s'agit de continuer pour nous à trouver des partenaires et à s'appuyer en fait sur les forces de notre service, qui sont aussi d'avoir des chargés de médiation, qui sont en fait comme des chargés de programmation qui sont spécialisés en fonction des types de publics. Notamment, par exemple, une chargée de médiation, justement, qui est dédiée au jeune public, ou encore une autre chargée de médiation qui s'occupe plutôt des publics empêchés. Et donc, avec ces expertises, il faut qu'en fait, on construise là des nouveaux formats pour l'année à venir et pour 23-24. Et puis, il y avait effectivement cette question des lieux qu'a évoqué Richard. Comment rendre visible le Palais Ducal à Nancy, alors que finalement, c'est quand même un lieu emblématique. La médiation devra aussi trouver des actions un petit peu spécifiques à mener en ce lieu. Est-ce que ce sera aussi en réfléchissant encore à de nouveaux partenaires? Est-ce que, par exemple, ça va être travaillé aussi sur, je ne sais pas moi, le récit littéraire autour du musée, les nouvelles mises en récit en fait qu'on peut déployer autour des collections. Et puis, peut-être aussi s'interroger sur
le participatif qui est peut-être voilà, très à la mode en ce moment, mais justement, on aimerait lui donner du sens. Et puis, vous évoquiez aussi les aspects scientifiques. Est-ce que ça va être impliquer les publics aussi sur des missions d'études de nos collections, de documentation? La semaine dernière, il y avait une vidéoconférence avec le réseau Participar pour nos collègues du Musée de Bretagne. On présentait leurs actions notamment sur la documentation participative et la documentation en ligne en fait, qui permet d'impliquer les habitants du territoire sur, voilà, sur les objets du musée qu'on peut peut-être moins bien connaître. Donc tout ça finalement reste à articuler et on est justement dans un temps où là, médiation et équipe de conservation, on se réunit pour définir ces nouvelles lignes. Merci beaucoup et vous me fournissez une transition toute trouvée puisqu'effectivement, vous savez qu'à la FEMS, on a une petite passion pour la participation. C'est un peu dans l'ADN des équipements du réseau. On vient d'ailleurs de participer à un colloque organisé par la délégation d'innovation du ministère de la Culture sur le sujet. C'était en effet parmi mes dernières questions. Où est-ce que vous avez envisagé de faire intervenir vos publics, d'organiser des actions participatives en lien vraiment avec la notion de rénovation de votre musée, les besoins, etc., de rénovation? Je ne sais pas, du coup, est-ce que quelqu'un veut témoigner à ce sujet? Alors, Sébastien ou Justine, je ne sais pas, est-ce que vous avez une indication à nous donner sur votre envie, si vous y avez pensé, si vous avez eu envie de le faire, si vous l'avez fait, d'impliquer les publics, si vous y avez vu une utilité, en fait, une nécessité d'impliquer les publics dans vos réflexions? Nous, lorsque le musée a été fermé pour travaux, on a constitué un panel citoyen auquel on présentait régulièrement les avancées et avec lesquels nous discutions notamment, on va dire, des thématiques un peu laissées de côté. Par exemple, nous, dans le musée, la question de l'élevage et de la place de l'animal est prégnante dans nos collections, mais finalement pas tant dans le musée actuel, dans le parcours permanent. Notamment parce que nous sommes en Beauce, finalement, qu'on a choisi de valoriser quand même plutôt la culture du blé. Mais c'était intéressant d'en discuter avec le public. Donc, après, ça touche une partie très, très, vraiment, voilà, une portion congrue du public qui peut venir au musée, mais ça permettait d'avoir un regard sur le grand public. Après, c'est peut-être un peu différent. Peut-être je détourne un peu votre question, mais en écoutant Kenza Marie tout à l'heure, ce qui me venait aussi, c'est finalement, qu'est-ce qu'on entend par public et par réseau? Puisqu'effectivement, nous, la période de fermeture pour rénovation du musée, on s'est attaché à nos publics, au sens des gens qui venaient vraiment visiter le musée. Donc, nos visiteurs individuels avec ce panel citoyen, les visiteurs scolaires, les groupes avec des actions hors les murs menées dans leurs propres établissements. Donc, en gardant cette continuité. Et le public, on l'a de fait de retrouver. Après, moi, je parle de fermetures qui sont inférieures à 2 ans. Donc, finalement, en somme, en 2 ans, on ne le perd pas complètement, le public. Il y a moins de risques, je pense, que sur une fermeture qui s'étend sur presque une décennie. Et là, sur la période finalement du Covid, ce qui a été pour moi très intéressant, c'est de se dire que finalement, la question du maintien du lien avec les publics n'existait plus, puisqu'au contraire, pour la gouvernance, ça pouvait un peu s'étouffer, c'était presque aussi bien. Donc finalement, ce n'était pas du tout l'enjeu. Par contre, la question des partenariats, en fait, du réseau du musée, et en dehors de l'institution muséale, c'est-à-dire du réseau local, des associations, des acteurs, nous, du champ agricole, pour ne parler qu'eux, mais aussi des acteurs de l'environnement, effectivement le public scolaire, mais en tant qu'institution, c'est quelque chose auquel on s'est beaucoup plus attaché, là, en fermeture subie, plutôt pour chercher des soutiens et puis pour chercher des acteurs qui pouvaient nous donner leur propre lecture, finalement, de notre fermeture, et d'interroger le fait qu'on allait ou non vers une décision de notre exécutif de fermer le musée, ou si on restait dans cet état d'entre-deux eaux, finalement, puisqu'on a été fermé au public, mais existant toujours en tant que service administratif. Il y a eu, on va dire, un retournement. Et avec le recul, moi, je me dis que pendant la période de fermeture pour rénovation, sur le travail finalement de contenu scientifique et sur l'institution, on avait déjà avancé sur base de notre PSC précédent, et puis on était tous vraiment la tête sous l'eau finalement dans le projet du musée. Et puis il y avait une partie sur le public. Le travail sur les réseaux pendant cette période de travaux, sur vraiment continuer à faire vivre finalement le musée
auprès de nos partenaires locaux, je pense qu'il a été vraiment quasiment inexistant pendant les 2 ans de la fermeture pour travaux, alors que finalement, c'est un acteur de soutien très fort et qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi d'assurer la pérennité du musée, c'est de se re-questionner vis-à-vis de ces publics-là, mais qui ne sont pas du public au sens d'un individu qui passe la porte du musée. Oui, ils sont plutôt des prescripteurs, en fait. Exactement. Finalement, ouais. Et je crois que Richard, vous vouliez intervenir sur la question de la participation. Vous avez levé la main. Oui, enfin, je ne sais pas, je peux parler après Sébastien si lui-même veut donner son retour d'expérience. Continuez, vous avez la parole, je vous en prie. D'accord, merci beaucoup. Non, je voulais simplement signaler que cette dimension participative, en fait, elle nous a été dans le cadre du projet de rénovation. Alors là, on est avant la fermeture du musée, hein, on est en 2016. 2015-2016, mais face à finalement ce que les élus de l'époque percevaient comme une opposition au projet architectural, les élus nous avaient demandé de réfléchir à un format d'action participative qu'on avait intitulé les musées au labo, qui était un format d'atelier qui permettait de réfléchir aux usages du musée. On avait souhaité en fait déporter, vous voyez, le propos. On a fait en sorte, si vous voulez, d'interroger les usages et surtout pas d'interroger le projet architectural, parce que ça, le projet architectural, moi j'aime le rouge, moi j'aime le bleu, tout le monde a un avis vous voyez, différent. C'était pas ça qui nous intéressait, c'était de quel musée vous rêvez en tant qu'usager. Donc on a mis en place un système d'atelier qui assez naturellement en fait nous a amené en 2016, lorsqu'il a fallu adapter le projet architectural une première fois, à une vaste consultation publique à laquelle ont participé plus d'1 millier de Nancéens. Alors on a fait en sorte que il n'y a pas de chiens qui ont voté, par exemple, là-dessus, on en est à peu près sûr. On a pris un minimum de précautions, mais ce qui était très intéressant pour nous, c'est que ça s'est fait au moment des Journées du patrimoine et qu'on a fait beaucoup de pédagogie sur le projet de rénovation et que ça, c'était vraiment quelque chose de fondamental à mon sens et que même dans le recrutement des conservateurs, on s'est appliqué maintenant depuis 2014-2015 à recruter des conservateurs qui soient aussi des médiateurs. Alors ça fait un peu hurler les collègues de la médiation, puisque vous savez, c'est les fameux tuyaux d'orgue, donc les conservateurs ne sont pas des médiateurs. Moi, je considère que le conservateur, c'est le premier médiateur du musée. Donc c'est vrai que ces profils de médiateurs, en fait, ils s'appliquent en fait assez facilement à la pédagogie qui était nécessaire sur le projet. Et ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que finalement, après cette rencontre avec le public qui nous permettait de bâtir vraiment un échange, vous voyez, qui permettait de rentrer dans le contenu vraiment du projet, les appels d'offres infructueux, le changement de municipalité, le fait de devoir à nouveau adapter le projet, finalement a rompu le fil qu'on avait commencé à établir avec le public. Et ça, je dois avouer que c'est presque une frustration, vous voyez, parce que il ne s'agit pas pour nous de faire de la participation pour faire de la participation, mais je pense qu'on avait vraiment commencé à instaurer un dialogue qui aurait mérité d'être poursuivi et enrichi. Et je ne sais pas aujourd'hui à quel moment on va pouvoir le reprendre. Oui, c'est dommage en effet, on peut en convenir en tout cas. Et pour vous, Sébastien, est-ce que cette question s'est posée? Alors de notre côté, on n'a pas du tout la même ampleur qu'au Musée Lorrain. On se pose pour la suite la question de nos ressources humaines. On est une vingtaine d'agents, on était 25 avant la fermeture. On a quelques agents d'accueil qui sont partis en retraite. C'est pour ça qu'on a réduit un peu la masse de l'équipe. Et nous avons actuellement 2 médiatrices. Donc, c'est une équipe de médiation qui est assez restreinte. L'expérience du Musée de Bretagne nous fait beaucoup rêver. On a très envie de se lancer dans la documentation participative, en particulier des fonds iconographiques, photos et cartes postales, où on voit que ça pourrait vraiment nous apporter beaucoup, mais ça suppose quand même d'avoir quelqu'un derrière qui analyse les réponses et qui ensuite les exploite, parce qu'il ne faudrait pas donner une fausse sensation de participation. Et on a mis en œuvre quelque chose de beaucoup plus ciblé, qui est le public sourd, puisque à côté de Chambéry, nous avons un Institut national des jeunes sourds, qui est un des instituts importants au niveau national, ce qui fait une population sourde relativement importante à Chambéry. Et donc, nous avons travaillé avec eux pour produire des outils de médiation pour le futur parcours permanent, à la fois pour leur permettre de pratiquer, puisqu'il y a une section ébénisterie qui produit pour nous des jeux de construction, destinés plutôt à un public d'enfants relativement en bas âge, et également la production de pastilles vidéo
en langue des signes française pour l'ensemble du public sourd. Donc là, c'est une collaboration assez étroite avec eux qui, par le commencement, c'est vraiment leurs besoins et leur manière de percevoir le musée. Donc voilà, ce n'est pas du tout une enquête large du public que nous pouvons attendre, ni une participation au sens le plus contemporain et réseaux sociaux que le terme a aujourd'hui, mais c'est quand même un apport qui, pour nous, est assez significatif dans le projet de rénovation. En effet, oui, merci beaucoup pour ces témoignages. Et je me demande maintenant si on va peut-être donner l'occasion aux participants d'intervenir à leur tour dans cette discussion. Peut-être qu'il y a des questions dans le public, entre guillemets. Marjolaine, je ne sais pas si tu vois les mains se lever. Oui, tout à fait. J'allais dire que Brigitte Richard, voilà, avait la main levée depuis un petit moment. Donc, je vous en prie. Oui, bonjour, pardon. J'ai levé la main sans savoir, parce que je suis partie pour la première fois, à quel moment on pouvait effectivement intervenir, n'étant pas dans les intervenants, justement. Je voulais un témoignage et 2 questions. On est dans la situation un petit peu entre deux, entre celle du musée Lorrain avec des perspectives d'ouverture en 2029 et celle du musée Savoisien qui ouvrira plus tôt. Je pense qu'on devrait être un peu entre les deux, je l'espère. On a un musée effectivement fermé depuis 2015. En fait, on est à l'orée de quelque chose dans lequel on s'est lancé pour donner de la visibilité aux collections du musée d'art et d'histoire, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dont je ne peux pas encore vous donner les résultats, puisque ça débute. En fait, 2 choses. On a effectivement, et ça rejoint des choses qui ont été dites, il se trouve que, et là je rejoins certains propos sur les effets bénéfiques de la mutualisation. La mutualisation, c'est souvent utilisé, et on le sait, pour parfois de mauvaises raisons par nos décideurs, mais ça peut aussi être extrêmement fructueux. Et je pense que dans notre cas, il y a quand même beaucoup de choses positives, à commencer par le fait que le musée qui jouxte le musée d'art et d'histoire actuellement fermé, qui est donc l'un des 3 musées de la ville, le musée d'art moderne Richard Anacréon, offre une salle d'exposition que nous allons dédier pendant 3 ans, pour un cycle de 3 ans. On l'avait expérimenté ponctuellement et on va le systématiser pour un cycle de 3 ans pour donner de la visibilité aux collections du musée d'art et d'histoire, répondant en cela à une demande de nos élus assez forte, qui ont été extrêmement satisfaits de cette proposition, sachant que pour nous, je voyais bien qu'on était en train de s'essouffler à essayer de continuer à produire des expositions pour l'un des musées ouverts, tout en étant à la fois sur un chantier des collections ambitieux et pas achevé, tout en étant sur un projet de réserve mutualisée. Enfin, je voyais mal comment on allait pouvoir continuer comme ça. Avec 2 risques qu'on entrevoit, et je vous les livre sans avoir la réponse aujourd'hui, est-ce que le public du musée d'art moderne Richard Anacréon, on va bien sûr communiquer sur ces expositions qui ne sont pas son identité, puisqu'on est plus une identité de beaux-arts et non pas musée d'art et d'histoire, est-ce qu'il va s'y retrouver? Est-ce que, voilà, on ne sait pas. Et le risque second, c'est que comme le projet de travaux pour le musée d'art et d'histoire est plutôt prévu pour le mandat suivant, je vous laisse deviner tous les risques inhérents à ce choix, est-ce qu'à un moment donné, on ne nous dira pas, vous avez un espace d'exposition pour présenter les collections du musée actuellement fermé, à quoi bon le rouvrir finalement? Voilà, donc un risque qu'on verra bien. Et puis 2e initiative, qui revient à Alexandra Jalabert, qui fait partie de la réunion aujourd'hui, qui nous entend. C'est un lieu qu'on a appelé la Maison du Projet, qui vient d'ouvrir. Là, on est en quête des moyens humains à y mettre, même si c'est un lieu très modeste dans sa taille, qui est en fait un bâtiment qui servait, j'ose pas dire de lieu de réserve, je vais parler plutôt de lieu de stockage assez sauvage des collections, vidé de ces collections pour les héberger un petit peu moins mal en attendant nos réserves mutualisées, qui jouxte le Logis du Roi, donc le bâtiment du musée d'art et d'histoire, et dans laquelle nous avons décidé de présenter le futur projet, donc d'en faire un lieu un peu... On ne sait pas exactement où on va, pour l'instant il n'y a que des panneaux qui expliquent le projet. On l'a présenté aux élus qui ont manifesté un grand enthousiasme en y voyant presque l'ébauche d'un truc aussi très 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 tendance en ce moment, c'est-à-dire les tiers-lieux. Donc voilà, j'ai à la fois contribué à leur enthousiasme et puis voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne le fourre-tout, mais c'est un moyen aussi de remettre un pied dans la place. Voilà, je voulais juste vous dire ça et
bon, peut-être il sera intéressant de partager avec vous les résultats et puis les dangers de ce type de choix. J'avais 2 questions, en revanche, très pratico-pratiques à mes 2 collègues, Richard Dagorn et puis mon autre collègue, pardon, je ne vous connais pas tous bien, donc j'ai plus votre nom en tête. Il a été évoqué 2 choses qui m'intéressent bien sur la méthodologie de recrutement, à savoir le panel citoyen et les ateliers. Alors ça a été un petit peu évoqué par Richard Dagorn, c'est-à-dire cette consultation publique. Donc au moment des Journées du patrimoine, on a parallèlement lancé une enquête des publics qui a commencé en février 2020, qui s'est arrêtée de sa belle, mais qui a repris et qui s'est déroulée tout au long de 2021. Et dans cette étude des publics, auprès des visiteurs des 2 musées ouverts, mais concernant les publics des 3 musées, on vient d'avoir les résultats qui vont être présentés aux élus et aux équipes. Et dans ce cadre-là, on a organisé ce qu'ils appellent dans leur jargon des focus group, donc avec des visiteurs potentiels du futur musée d'art et d'histoire. On aimerait poursuivre cette démarche avec ce que la Société Voix Publique pour la Cité, qui a conduit l'enquête, qualifie de comité de visiteurs. Donc je suis intéressée de savoir très concrètement ce panel citoyen, comment il a été constitué, et de la même façon, les ateliers, ces fameux 1000 Nancéens qui ont voté, si j'ai bien compris. Voilà, concrètement, comment vous avez vous avez fait ces recrutements en fait. Voilà, j'étais un peu longue, pardon, et merci de votre attention. Je réponds pour le panel citoyen. Donc nous, enfin, c'est entre un panel citoyen et un comité de visiteurs, pour être tout à fait honnête, puisqu'effectivement, il a été constitué parmi notre listing en fait de public régulier. Et donc, voilà, en connaissant plus ou moins les gens, en fait. Hein. Et en lien aussi avec, donc, on va dire là, pour le coup, le côté enseignant, mais pas sous l'angle de l'institution, plutôt pareil, d'individus, en fait. Et en appui, enfin, avec notre association des Amis du musée. Parce qu'après, c'est une association aussi particulière pour nous, dans le sens où… à l'origine, le musée, il a eu différents statuts avant de devenir un statut public. Et donc, l'association est engagée dans la restauration de nos collections par le biais de bénévoles donc, qui viennent œuvrer sur les machines, donc avec des gens qui sont vraiment issus du monde agricole et du machinisme agricole. Donc, on va dire, chaque structure nous permettait d'avoir un regard un peu différent avec les visiteurs pour axer sur du public familial, l'association sur vraiment, on va dire, ceux qui étaient historiquement dans l'histoire du musée, et puis toucher voilà, en partie aussi les enseignants pour ouvrir sur les questions notamment développement durable et alimentation qui sont au cœur des actions qu'on pouvait proposer sous l'angle pédagogique. Donc c'était vraiment finalement croiser des visiteurs diversifiés qui permettent d'avoir des retours globalement sur les différents sujets et les différents médias proposés dans le musée aussi. Mais du coup, c'est un peu préconstitué. Si on est tout à fait transparent, voilà, c'est pas tellement citoyen. Si on peut considérer que c'est un panel de VIP aussi, mais voilà, ça leur a été proposé aussi de suivre et puis d'être dans un petit comité où les gens avaient la parole pour le coup libre pour venir exprimer leur avis. Voilà. Peut-être Richard Dagorn pour compléter sur la question concernant les 1000 Nancéens. Oui, alors écoutez, le plus simple, c'est peut-être qu'on fasse passer à Marjolaine à l'issue de la séance la synthèse sur la consultation publique qu'on avait mise en ligne d'ailleurs sur le site internet, mais ça remonte un peu, donc il faut aller le chercher dans les actualités, mais dans les archives des actualités. Pour ce qui est des musées au labo, on était sur un appel à la population qui était un appel, on va dire, vient qui veut. Hein. Il n'y a pas eu de, vous voyez, on n'est pas allé, comment dire, on s'est pas lancé dans des, comment dire, dans des panels qui seraient représentatifs de la sociologie. Non, ça a été vient qui veut. Et d'ailleurs, l'objectif était encore une fois pas du tout d'avoir 500 personnes pour chaque séance. C'était pas ça le problème. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on soit en mesure à chaque séance d'avoir 4 ateliers de 12 personnes. Ça a été le format qui était le mieux. Véritablement d'être dans du concret avec des questions concrètes. Donc, ce qui fait que ces ateliers, je pense que ce qui faisait leur force, c'était pas tant le nombre de participants que la méthodologie qui était employée et le fait qu'on posait systématiquement en début d'atelier des questions extrêmement précises aux participants.
voyez, il ne s'agissait pas de les entendre nous raconter qu'ils avaient vu un musée dans le sud Finistère qui était magnifique, etc., pour telle raison, ou même dans le centre Finistère, pourquoi pas. Non, c'était pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était en gros d'être sur du concret immédiatement, vous voyez, avec des questions alors bon, j'en ai plus en tête, mais ça pouvait être du type, par exemple, on a fait un musée au labo à destination des acteurs du tourisme. On a commencé par la question, qu'est-ce qui ferait qu'en 2023, à l'époque on était en 2023, la visite du musée Lorrain soit un incontournable pour qui vient visiter Nancy. Voyez, et on attendait de leur part vraiment quelque chose qui soit des propositions concrètes et pas de la parlotte, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui faisait la force des ateliers, c'était plus la méthodologie que le nombre de participants, ou même et d'ailleurs, ça a toujours été ressenti, vous voyez, comme des séances à l'issue desquelles les gens nous disaient « Ah bah on est content d'avoir participé parce qu'il y avait une vraie satisfaction parce qu'on avait vraiment fait avancer les choses, vous voyez, et on faisait des propositions concrètes. » Je voudrais juste ajouter deux petites choses par rapport à la remarque de Brigitte Richard sur la maison du projet. Il se trouve qu'effectivement, j'en ai pas parlé, Kenza non plus, mais on a dès 2019, pardon, en 2019, inauguré une maison de projet. En fait, il se trouve qu'on l'a inaugurée avec la maquette, avec des dispositifs numériques, mais on se rend compte a posteriori que le timing n'était pas le bon. Alors, il n'était pas le bon d'une part parce que c'était un médiateur qui, les samedis et dimanches, assurait la permanence d'ouverture de la maison du projet. Mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose à dire parce que ce qui se passait, c'était l'appel d'offres, c'était des choses finalement qui nous échappaient un peu. Et aujourd'hui, vous voyez, elle est fermée. Alors, il se trouve qu'il y a des travaux sur le site qui ont empêché son maintien en ouverture. Mais aujourd'hui, on va faire très, très attention à sa réouverture. Il ne faut pas qu'on la rouvre n'importe quand. Je pense qu'on ne la rouvrira pas avant qu'on soit sûr de pouvoir démarrer le projet. Et peut-être même, si vous voulez, qu'elle va prendre un tour un peu plus large, puisque les élus avaient aussi dans l'idée peut-être de lui faire parler de l'ensemble de la requalification du centre-ville. Vous voyez, la maison du projet s'appliquant pas nécessairement au seul musée Lorrain, mais aussi à l'ensemble du quartier dans lequel il s'insère. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est la dimension direction de musée. C'est une dimension qui est fondamentale, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. On n'est pas fait pour être à la tête d'établissements fermés. Moi, j'ai pas passé les concours pour être à la tête d'un établissement fermé. Et je dois avouer qu'à certains moments, on est tous atteints par une certaine lassitude. Le fait de pouvoir alors exister chez les autres, comme vous allez le faire au musée Anacréon, comme on l'a fait nous au musée des Beaux-Arts, et le fait même, si vous voulez, finalement, de participer à quelque chose qui nous dépasse, on a tous, par exemple, pris beaucoup de plaisir à participer à la réouverture de la Villa Majorelle en 2020, alors qu'on était déjà fermé. Ça, c'est très important, hein, si vous voulez, de voir que finalement, les avancées chez les autres, les succès chez les autres, les réussites chez les autres, c'est aussi quelque chose qui nous revient, qui nous touche et qui finalement continue à nous tenir en haleine par rapport à ces échéances qui sont parfois de plus en plus lointaines. Mais merci pour cette question. Je voudrais juste compléter peut-être avec, vos propos m'ont fait me poser une nouvelle question, mais qui est en rapport avec ça, juste pour finir sur ce sujet, avant de passer à la question qu'on nous pose sur le chat. Peut-être pour Sébastien Gosselin, est-ce que vous n'avez pas évoqué la question d'une association d'amis de musées pour le musée savoisien? Est-ce qu'il y en a une et est-ce qu'elle est impliquée justement dans des actions participatives ou non d'ailleurs au niveau des rénovations, du projet de rénovation? Alors, je répondrai presque. Historiquement, il y a une association des Amis du musée des Beaux-Arts de Chambéry qui, lorsque le musée est devenu départemental, a considéré qu'il n'y avait pas de raison qu'ils ne soient pas aussi nos amis. Donc, ils ont modifié leur statut pour prendre en compte le musée savoisien, mais leur ADN reste quand même plutôt l'histoire de l'art. Donc, on est depuis 2012 dans de la séduction, de la conviction, pour faire en sorte qu'ils s'intéressent pleinement à nos activités. On les a assez fortement associés. C'est une des associations avec lesquelles on a le plus de liens. Ils sont vraiment informés de manière très régulière des avancées du projet. Néanmoins, on a quand même plusieurs freins dans la collaboration avec eux. C'est déjà que la position des élus du département est qu'on ne doit pas chercher de financement extérieur
au financement du département, de la région et de l'État. On a l'interdiction de demander du mécénat et on ne doit pas non plus proposer de souscription, puisqu'on y avait pensé pour certaines de nos acquisitions en vue de la réouverture. Mais la volonté des élus est vraiment que ce soit le département seul, finalement, qui porte la rénovation. Donc ça a limité une des actions qu'on aurait pu avoir avec eux. Mais je pense qu'on pourra avoir des liens plus actifs avec eux une fois qu'on sera rouvert, puisque c'est une association des amis des musées qui est quand même particulièrement sensibilisée à l'histoire de l'art. Donc je pense qu'on pourra construire des choses intéressantes avec eux du fait du lien qu'on a réussi à construire pendant ces 10 ans. Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que ça ressemble un peu à une perte d'opportunité, le positionnement du conseil départemental, mais bon, c'est comme ça. Ça n'a pas induit de renoncer à des acquisitions ou des restaurations. Donc pour moi, c'est un choix politique qui est complètement assumé. Ce n'est pas un demi-choix qui ferait qu'on serait contraint de renoncer à des actions qu'on voudrait mener. Voilà, c'est un choix politique et nous sommes d'une collectivité, donc il est forcément légitime. Tout à fait. En tout cas, souverain. Merci. Pardon. Il y a une question qui nous est posée sur le chat, et là, on change un petit peu de registre de questionnement par rapport à la situation qui se présente quand un musée ferme définitivement, en fait. Qui décide, en fait, de cette fermeture, à quel moment et de quelle façon cette fermeture est-elle assumée, par qui? Qu'en est-il de la liquidation? Comment on communique sur ce sujet-là? Donc notre participant parle du compas, bien évidemment, cite l'exemple de Beaugency, du musée Daniel Vanier. Est-ce que quelqu'un peut éclairer, donner un éclairage sur cette question? Il y a également un cas en Finistère un peu inquiétant actuellement, qui la directrice ne souhaite pas communiquer pour l'instant, mais c'est vrai que des questions se posent quand la tutelle décide finalement, ou pas, un peu dans le cas du compas, décide, mais à mi-mot de ne pas rouvrir. Qu'est-ce qui se passe en fait, et dans quelle situation juridique se trouve-t-on finalement? Est-ce que quelqu'un peut donner un éclairage sur cette question? Je crois que la loi sur le code du patrimoine prévoit cette hypothèse, non, avec la dévolution des biens d'un musée de France vers un autre musée de France en cas de fermeture. Enfin, je ne l'ai pas en tête, hein, je suis désolé, je ne lis pas le code du patrimoine avant de m'endormir le soir, mais je ne sais pas, peut-être que la présidente de la Fédération des économies a peut-être le code du patrimoine en tête. Oui, merci Richard de me renvoyer. Alors je me demande si Diana Gay, en tant que conseiller pour les musées, doit mieux le connaître que moi. Mais effectivement, c'est prévu. La question, c'est plus qui l'assume. Parce que j'ai un peu le sentiment que sur un certain nombre de musées qui sont fermés, alors moi, Catherine, je n'ai pas vu la liste du coup que Marjolaine t'a envoyée, mais je serais assez curieuse d'avoir et de voir un peu la géographie des musées fermés selon les régions, et en distinguant les musées fermés avec un projet et plein d'espoir derrière. Donc voilà, même si on a bien vu que le calendrier pouvait s'étirer, mais en tout cas avec de l'espoir, donc où l'équipe sont quand même plutôt motivées, même si on a compris que ça passait par des hauts et par des bas. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette question managériale, mais c'est quand même un élément hyper important. Et puis les musées fermés qui sont sans perspective, où on l'a vu, les personnels s'en vont, sont redéployés ou trouvent mieux ailleurs. Donc là aussi, c'est quand même plutôt une situation de crise. Alors quand les élus ils l'assument, à la limite, comme vous le disiez, c'est une forme de légitimité démocratique, hein, quand les musées appartiennent aux collectivités territoriales, mais encore faut-il qu'ils l'assument par rapport à leurs électeurs, et du coup que la chose soit dite aussi par rapport aux équipes, et finalement qu'il y ait une perspective. Ce que j'ai plutôt moi le sentiment qu'il y a plutôt une forme de déshérence, et on va se dire on va laisser les choses se faire, se pourrir, ça va pas faire de vagues. Et c'est vrai que c'est là le rôle, je pense, aussi de notre fédération, d'alerter. Sauf que pour l'instant, les formats d'alerte qu'on a pu essayer d'activer, hein, ils sont pas. On a du mal à trouver des relais, je dirais, de la part des associations d'élus, notamment sur cette thématique qui est peut-être moins porteuse qu'auparavant, notamment la problématique des collections, on va dire agricoles ou liées au monde rural. Donc c'est vrai que dans les actions qu'on voudrait mener à partir de l'année prochaine avec le MUCEM, avec le grand département et avec l'AFMA, c'est un cycle justement
de séminaire qu'on envisage plutôt dans un mode, je vais dire positif, bon pas plaintif, mais plutôt se dire quelles sont les solutions, enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quelles sont les solutions, et est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ensuite qui peuvent s'envisager. Voilà, c'est un peu vie et mort d'un musée. Voilà, ça peut arriver, hein. C'est vrai qu'on parlait de cette question vous parliez, Justine, de la question de la désaffection du public. Si le public n'a plus envie de cette forme, voilà, de valorisation, comment on s'adapte aussi, nous, professionnels, et quels leviers on active. Voilà. Après, les problématiques juridiques sont quand même complexes et compliquées, et c'est vrai que les petites équipes n'ont pas toujours les moyens aussi voilà, de connaissances juridiques, de porter en fait des projets qui les dépassent très concrètement. Enfin. Peut-être sur l'aspect réglementaire, merci Céline pour ces perspectives, puisque j'étais à Marseille avec Édouard Delobry lundi, donc, et avec Olivier Labat. Hein. Le Code du patrimoine ne protège rien du tout. Moi, j'ai fait le tour de la question, et ma compréhension de ces situations, puisque j'ai 15 musées fermés sur 65, c'est, je crois, l'un des scores les plus hauts au niveau français. Donc, c'est vrai que les typologies ne sont pas les mêmes. Donc, les cas de rénovation, c'est un cas. Les cas de fermeture sans projet de réouverture, c'est un autre cas, et ça n'a rien à voir en réalité. J'ai un cas de res nullus, c'est-à-dire on sort du code parce qu'il n'y a pas que le code du patrimoine, il y a plein de codes. Par exemple, sur un profil musée privé de type associatif, quand il est en liquidation, la réponse est que quand il y a des objets qui n'ont plus de maître, ça revient à l'État. C'est du res nullus, et le res nullus revient à l'État. Voilà, donc on est sur le code civil presque. Ça, c'est une réponse, c'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est l'État qui doit prendre la main. Bon, l'État, c'est qui? L'opérationnel ayant basculé depuis janvier 2020 sur les préfets de région, c'est-à-dire sur les DRAC. Nous, on n'a pas les moyens de gérer, c'est pas notre boulot, on ne gère pas, nous. Donc, il y a cette question-là. Il y a la question de politique qui est quand même très forte, on a bien compris. C'est par exemple le musée de Pithiviers dans le Loiret, un musée municipal qui a fermé en 2001, donc on est sur 20 ans de fermeture, et le maire qui est en poste depuis quelques années a dit qu'il en ferait un projet de mandat, donc il le réouvrirait. Donc, au vu de ce temps long des musées est un temps à la fois bénéfique et un temps à risque, il y a les deux, hein. Donc, j'ai envie de vous poser la question, si éventuellement elle vous intéressait. Pour avoir fait mon stage international INP aux Pays-Bas, je l'ai fait sur le deltaplan néerlandais, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors évidemment, ils n'ont pas de ministère de la Culture, donc c'est plus facile, puisque du coup, ils n'attendent rien de l'État. Ce n'est pas du tout le fonctionnement à la française. Et nous sommes en train, effectivement, je le dis de l'intérieur, je n'ai pas ni d'affect, rien du tout, c'est vraiment purement réglementaire. La question, elle est effectivement métier. Je crois que c'est peut-être une piste, Céline, que vous pourriez, ensemble, avec les équipes des services de l'État, réfléchir à une forme d'intelligence de situation. Pour les Néerlandais, ils ont une relocalisation permanente. C'est-à-dire, ils ont une plateforme numérique. Et tous les musées, ils sont à peu près 700, hein, c'est une gestion de musées agréés qui est faite par l'Association des conservateurs des Pays-Bas. Ce n'est pas l'État qui le fait. Et donc, ils sont autonomes et en responsabilité pleine et entière sur l'agrément et le retrait. Sur la relocalisation, ils ont mis en place depuis plusieurs années une plateforme numérique qui permet pour chaque musée agréé de mettre en ligne les objets qu'ils souhaitent relocaliser. Au bout d'un an, de date à date, si l'objet n'a pas été relocalisé, le musée pourra en disposer. Alors, c'est une forme donc évidemment, ça n'est pas de l'inaliénabilité, mais c'est la possibilité pendant un an d'une relocalisation à l'échelle nationale et de redonner une chance à des objets. J'en viens, et je finirai là-dessus, à la notion d'intérêt public. L'État n'a pas le retrait unilatéral. Le Code ne le permet pas. Il y a une possibilité, mais qui n'a jamais été mise en œuvre parce que pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Sinon, on l'aurait déjà fait. C'est la perte d'intérêt public.
Alors, c'est difficile c'est défaire ce qu'on fait lorsqu'on passe en CSR acquisition. Comment vous prouvez la perte d'intérêt public pour l'objet? Alors, je ne parle pas de cas un peu particuliers comme erreur sur l'artiste, erreur sur la propriété, enfin, je ne parle pas de ça. Je parle sur un projet d'ensemble qui fait que le musée dans son ensemble a perdu son intérêt public. Donc, tant qu'on n'arrive pas à le prouver, on ne peut pas, donc, parce qu'il faut passer devant le Haut Conseil des musées de France, donc, parce que c'est le Haut Conseil des musées de France qui donne un avis sur les demandes d'appellation et les demandes de retrait d'appellation. Donc, cette question de l'intérêt public, comment on prouve la perte d'intérêt public d'un musée de France, hein? Quand on dit ça comme ça, c'est intéressant de se poser des questions de cet ordre. La question de la plateforme numérique, moi j'ai trouvé, pour avoir rencontré une quinzaine de conservateurs néerlandais pendant mon stage, tous m'ont dit que ça marchait très bien, que ça posait aucun problème et que pour eux, l'inaliénabilité n'était pas une fin en soi, c'est la question de l'usage social de l'objet. Et qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient s'endetter avec des objets qui, au bout d'un an, sur 700 musées, ne trouvaient pas preneur. Ça prouvait la perte d'intérêt public. Eux, ils la prouvent comme ça, la perte. Je ne trouve pas ça inintéressant. Je vous le livre tel que moi je l'ai vécu. Et je suis restée là-dessus en me disant que cette respiration des collections, alors elle est dans la loi de 2002, qui s'est beaucoup inspirée du Delta Plan néerlandais. La loi de 2002 s'est inspirée de nos voisins des Pays-Bas. Mais elle a quand même figé la question de l'inaliénabilité. Elle l'a beaucoup figée, qui est en train de se faire casser par les lois. Donc, c'est en train d'arriver, cette question de la respiration des collections. Moi, je me dis que la question d'une plateforme numérique et d'une relocalisation avec une date suffisamment large de possibilités pour les musées de relocaliser, donc c'est la relocalisation entrante, hein, de transfert de propriété. Je me dis qu'un an, c'est pas mal. Ça laisse quand même le temps pour les musées de voir si leur projet scientifique culturel leur permet d'absorber tel ou tel objet. Donc, c'est du pièce à pièce, hein. Voilà, je me dis qu'il y a des solutions. Elles sont dans une forme, j'allais dire, de prise de responsabilité collective des professionnels, d'avoir du réalisme, se dire qu'il y a un moment donné où quand il y a un objet qui a fait le tour pendant un an de 700 musées ou de 1222, on est 1222, on pourrait considérer que la perte d'intérêt public est actée. Moi, c'est une proposition que j'aimerais pouvoir faire parce que je la trouve raisonnable, pensée, scientifique. Je vous la livre telle qu'elle. En effet, c'est une ouverture plus qu'intéressante, peut-être à mettre au débat, pourquoi pas dans un prochain temps de réflexion organisé par la FEMS. Hein. Je ne m'avance pas, Céline, mais pourquoi pas. En fait, là, dans votre intervention, on trouve en effet, à mon avis, les deux grandes questions qui se posent et sur lesquelles on doit tous travailler dans le cas de fermeture, c'est-à-dire la question de la temporalité. Vous avez parlé de temps à risque et je crois que vraiment, c'est une... Pardon, est-ce que quelqu'un... J'ai entendu quelqu'un essayer d'intervenir, non? Pardon, excusez-moi. Donc, cette notion de temps à risque, je pense que ça rassemble bien, en fait, un peu, quelque part, toutes vos expériences, toutes les questions qu'on se pose. On a tous conscience de ce risque-là et on veut évidemment pallier au maximum cet effet-là. Donc, je pense que c'est une expression à retenir, en effet. Et la notion d'intérêt public, puisqu'en fin de compte, quand on ferme, on s'interroge sur cette perte potentielle de légitimité et sur qui peut entraîner effectivement une perte d'intérêt public. Donc, je crois que ce sont un peu les axes de réflexion qui ont été développés par nos invités. Donc, voilà, je pense qu'on peut s'en tenir là en guise de conclusion. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Marjolaine. Oui, je me permets parce que je crois que Florence Margot-Choubel, donc une des participantes, a levé la main depuis un très long moment. Peut-être d'accord. Donner la parole. Oui, bonjour à tous. Désolée, oui, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un micro qui est un peu défectueux. Donc Florence Margot-Choubel, je suis la directrice des musées de Bourges et en l'occurrence du musée du Berry qui fait partie des musées, des 15 musées dont Yann Aguet a parlé, qui est donc un musée fermé depuis le printemps dernier à la suite d'un problème de départ de feu électrique au niveau des réserves sur un bâtiment qui même présentait une
obsolescence critique. Donc, ça a été l'occasion de se dire, bon, faisons quelque chose, un chantier, à la fois du point de vue de l'électricité et puis essayons de lancer un projet de rénovation. Donc, moi, merci pour cette journée, cette temps d'échange. Je suis très intéressée par tout ça. Je retrouve beaucoup des problématiques qu'on a ici. Dans mon cas précis. Et moi, j'avais une question par rapport et qui rebondit en fait sur cette idée d'intérêt public. Moi, je m'interroge sur la confusion qui pourrait être faite entre l'intérêt public et l'intérêt du public, notamment parce que je me rends compte que une grande partie de nos collections n'a pas été, par exemple, montrée depuis très longtemps. Le public ignore même jusqu'à son existence. Et ce sont des collections qui ne sont pas toujours en bon état. Et du coup, j'essaye de réfléchir à un plan qui permettrait de valoriser ces collections, à la fois en informant sur leur existence, mais peut-être aussi en portant du participatif sur des projets de restauration. Est-ce que c'est un participatif financier? Est-ce que c'est un participatif au sens où on choisit quelle œuvre on va restaurer avant quelle autre? J'ai entendu parler de communication de communication, de médiation autour des chantiers des collections. J'ai été parfois interrompue pendant l'heure. Donc, est-ce que certains d'entre vous avaient fait cette expérience de la revalorisation de collections un peu oubliées? Je parle de choses modestes, parce que c'est toujours facile de revaloriser un trésor trouvé dans les greniers. Je pense à Granville où effectivement, quand on peut ressortir et identifier un Courbet, tout de suite, c'est tout à fait prestigieux. Donc il y a cette question-là, c'est comment aussi, quand on va se lancer dans un projet, quand on va vouloir faire du participatif, sur comment vous représentez-vous le musée dans 5 ans, dans 10 ans, si le public n'a pas idée finalement du potentiel de ce musée, comment fait-on? Mais bon, je comprends que là, on arrive à la fin de la discussion, mais peut-être ça veut dire qu'il faudra qu'on réorganise quelque chose et ça veut dire qu'il faut que le musée du Berry adhère à la FEMS. Voilà. Alors déjà, oui, il faut que le musée du Berry adhère à la FEMS, enfin propose son adhésion à la FEMS. Et est-ce que quelqu'un souhaite apporter une réponse peut-être un peu synthétique à Florence? Ouais, moi, je veux bien l'apporter, un élément de réponse. J'ai mis quelques éléments dans le chat. C'est vrai que et puis, je crois, disait également la nécessité, me semble, d'intéresser les publics pendant les chantiers de rénovation ou également les musées fermés, mais fermés contraints, qui n'ont pas vraiment de perspective. Il y a plein de moyens aussi de parler de nous, de parler de nos métiers, sans forcément avoir des gros moyens. Là, je discutais là, juste hier justement avec Ludovic Maggioni, qui est directeur du Muséum de Neuchâtel et qui prépare une expo qui s'appelle Emballe-moi. Voilà, petit jeu de mots un peu à la Suisse, sur la question des réserves, les chantiers des collections. Le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc aussi en Bretagne, qui a aussi beaucoup de difficultés avec, on va dire, des hauts et des bas. Côté des élus, on rénove pas, on ferme, on réquisitionne le musée. Enfin, nous aussi en Bretagne, on a un certain nombre de sujets de musées pas toujours en bonne posture, mais ils ont là aussi des ressources internes pour essayer de trouver des leviers d'action qui sont passés par un travail sur comment montrer le chantier des collections. Et eux, ils ont carrément fait ils ont ouvert, déjà, ils n'avaient pas d'espace, donc ils ont mis dans la bulle d'anoxie dans leur salle d'exposition. Et ça a été une exposition qui a très, très bien marché et qui a vraiment permis, qui a suscité beaucoup d'intérêt et finalement un intérêt peut-être de redécouverte de collections qui n'étaient pas montrées, qui étaient en réserve. Le numérique aussi peut être un moyen de le faire. Voilà, Sébastien parlait de son intérêt pour ce que nous pouvions faire au musée de Bretagne. Alors nous, on a les moyens en ce moment de chantier des collections avec un gros chantier de réserve. On n'a pas les moyens d'une rénovation importante. Et je pense qu'aussi parfois, il faut se résigner, mais il y a certains fermés, c'est pas toujours possible aussi. Parfois, on aimerait fermer, mais on ne peut pas. Voilà, bon. Le musée de Bretagne est dans un établissement pluridisciplinaire où il y a une bibliothèque. Et pour les élus, je pense que c'est inenvisageable de fermer un établissement qui reçoit plus de 2000 personnes quasiment par jour. Donc, ça serait pas assumable finalement vis-à-vis de la population et de la manière dont le public fréquente cet établissement.
Donc le numérique, le travailler avec Wikipédia, je pense que c'est un lien de visibilité très, très fort qui n'est pas super compliqué. Là aussi, le musée de Saint-Brieuc s'en est pas mal emparé. On pourra vous donner les ressources, Florence, hein, si vous souhaitez, de contact là-dessus. Et puis rejoignez-nous effectivement à la FEMS, hein, c'est l'occasion d'en parler. Nos rencontres d'Arles, on ne parlera pas musée fermé, mais en tout cas, on parlera toujours de cette question des expositions et notamment du renouvellement des muséographies, des expositions permanentes. Merci Céline. Pour juste compléter l'intervention de Céline, de notre côté, une fois que nous serons rouverts, ce qui n'est pas encore le cas évidemment, nous avons un objectif assez ambitieux de rotation des collections sensibles à la lumière qui nous permettra de présenter des vêtements qu'on ne présentait pas et qui étaient en réserve puisqu'il n'y avait pas du tout de politique de rotation. Et également, ce sera une visibilité très différente pour nos collections d'art graphique, en particulier d'affiches. Et là, je pense que ce sera aussi une manière de à la fois maintenir l'intérêt pour les visiteurs pour le musée rouvert et également faire découvrir des objets que les visiteurs ne connaissaient absolument pas. Si je peux me permettre, dans le prolongement de ce que vient de dire Sébastien, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, qui mérite sans doute peut-être en épilogue d'être évoquée, c'est le fait qu'une façon de continuer à vivre, c'est la politique d'acquisition. Et dans le cadre d'un musée fermé, Dieu sait si c'est important, il est bien évident que nous, Musée Lorrain, on entend bien rouvrir le musée à l'issue des travaux en présentant des collections plus riches, plus fortes, enfin des collections. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Finalement, la fermeture, ça nous permet aussi de travailler non seulement sur des projets d'acquisition, mais sur des projets de dépôt. Et avec cet objectif, vous voyez, c'est toujours cet objectif de tenir en haleine les équipes et d'avoir un objectif commun qui, quand bien même on prend du retard, nous permet de conserver cet espoir de la réouverture et cette dynamique, vous voyez, collective de travail. Merci pour cet épilogue, justement. Peut-être on peut s'arrêter là pour ce sujet, pour ce matin. Et c'est vrai que les réflexions nous ont amenés à avoir plein d'autres idées de sujets pour nos futurs jeudis de la FEMS. N'est-ce pas, Marjolaine ? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à proposer des retours d'expérience, voilà, des axes de réflexion. Et puis aussi, je vous rappelle qu'on a notre forum d'échange, donc notre plateforme dédiée à nos adhérents, justement, pour ce genre d'échange. Également les ressources, les documents qui peuvent être partagés. N'hésitez pas aussi à me les envoyer. Et puis, je vous parle aussi du prochain jeudi. Donc, comme je disais, on va essayer d'en tenir un par mois. Le prochain, donc en mars, la date à confirmer encore, mais sans doute aussi le 24 mars, qui là sera sur le thème du matrimoine. Super. Merci. En tout cas, j'adresse des chaleureux remerciements à nos trois invités, Justine Glemarec du Compas, Sébastien Gosselin du Musée Savoisien, Richard Dagorn et Kezia Marie pour le Musée Lorrain. Merci beaucoup à vous d'avoir participé, ainsi qu'à nos auditeurs participants. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.